Bien, nous sommes extrêmement heureux de recevoir le grand juge Stephen Breyer, l'un des 9 juges de la Cour suprême des États-Unis, juridiction extrêmement estimée, extrêmement respectée, mais aussi redoutée parfois. Et je dis d'emblée que c'est une sorte d'anniversaire parce que c'est il y a 10 ans exactement que le juge Breyer était venu pour la première fois au Collège de France pour présenter un thème qui annonçait déjà celui que nous traiterons aujourd'hui, puisque c'était l'ouverture de la Cour suprême des États-Unis à un dialogue avec des juges d'autres parties du monde, et surtout d'un monde qui n'est pas forcément celui de la common law. Et aujourd'hui, nous le retrouvons, donc 10 ans plus tard, dans le cadre de la préparation d'un séminaire que nous aurons au mois de juin, avec le professeur Alain Suppiot, sur le thème « Prendre la responsabilité au sérieux ». Il nous avait paru indispensable d'inviter à nouveau le juge Breyer sur cette question. Malheureusement, il était indisponible en juin et il a accepté d'enregistrer cette conversation au mois d'avril. C'est donc ce que nous allons faire en vue d'une diffusion partielle au colloque de juin prochain. Alors, cher Stephen, vous avez accepté ce principe en nous envoyant quelques chapitres de votre prochain livre. Donc nous avons eu le privilège de lire 2 chapitres avant publication. Et dans ces 2 chapitres, vous abordez directement des questions qui sont liées à notre sujet, prendre la responsabilité au sérieux. Et je dirais liées de 2 manières. D'une part, dans le domaine des droits de l'homme, vous expliquez comment la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis permet d'ouvrir les portes des juridictions américaines, des juridictions nationales américaines, pour accueillir des plaintes de victimes de violations de leurs droits à l'étranger, des violations graves des droits de l'homme commises donc contre des victimes étrangères à l'étranger et par des auteurs étrangers. Et puis, dans le domaine du commerce international, vous montrez comment se fait la régulation de ce commerce international à travers, là aussi, la jurisprudence de la Cour suprême. Alors, ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, nous séparions les 2 questions. Ouvrir les portes des juridictions américaines aux victimes des violations des droits de l'homme d'un côté et réguler le commerce international de l'autre. Et puis, dans un deuxième temps, nous réfléchirons ensemble, si vous le voulez bien, sur la question de l'ordre juridique mondial qui se dessine à l'horizon de ces 2 tendances. Alors, je voudrais que nous commencions par ce thème, ouvrir les portes aux victimes des violations des droits de l'homme. En fait, pour ouvrir ces portes, les cours américaines se sont fondées sur un très ancien texte qui est l'Alien Tort Statute, très ancien puisqu'il date de 1789. Et je dirais que c'est un texte étonnant et étonnamment actuel parce qu'il donne compétence aux juridictions fédérales américaines pour proposer des sanctions et prononcer des sanctions qui sont des sanctions civiles, punitive damages and dissuasive damages, des dommages d'intérêt punitifs et dissuasifs, en cas de violation du droit international. À l'époque, on disait le droit des gens, law of nations, ce qui est un concept extrêmement large, d'autant que le texte vise des violations commises à l'étranger par des étrangers. Alors, ce que vous expliquez très bien dans votre livre, c'est que l'objectif n'était pas seulement, en 1789, de protéger des diplomates, mais c'était aussi de protéger tout citoyen étranger contre des violations universellement réprouvées, commises à l'époque par ceux que l'on considérait comme ennemis du genre humain, common enemies of mankind. Et ces ennemis du
genre humain, en 1789, c'était principalement les pirates. Mais le texte était peu appliqué et pendant des années, il a paru complètement oublié. Et puis, dans les années 70, 1970, il y a donc 45 ans, le texte a ressurgi. Il a ressurgi à l'initiative des avocats défenseurs des droits de l'homme. Et je dirais que depuis sa redécouverte, le texte a été invoqué et parfois appliqué dans des affaires extrêmement nombreuses. Alors, quel type d'affaires? Peut-être plus tellement les pirates au sens propre du terme, mais des affaires de torture, d'esclavage, de travail forcé et même de droit à l'environnement. Mais à ma connaissance, le texte n'a pas été invoqué, ni donc appliqué, à des domaines comme le terrorisme ou la cybercriminalité. Alors, je crois que c'est quelque chose qui nous interpelle maintenant, sur lequel nous aimerions avoir votre opinion. Quels sont les pirates au XXIe siècle? Qui sont les pirates au XXIe siècle? Voilà la question. Mais première Mireille, je voudrais vous remercier de m'avoir ici. Et je dois dire aux personnes qui vont le voir le mois de juin que mon seul regret, c'est que je suis ici virtuellement et pas en personne. Grand dommage. Mais en tout cas, c'est avril et c'est un plaisir d'être ici, à ces beaux jours. Mais le statut, la loi, comme vous avez dit, vous avez très bien décrit ça. Il commence avec un Français. C'était l'ambassadeur de la France aux États-Unis, à Philadelphie. Et il y avait quelques ennemis qui ont décidé de le déshonorer par frapper la canne de l'ambassadeur et il n'y avait pas un moyen de redresser ce préjudice. Que faire? Et il y avait une autre situation à New York où les polices sont envahis une ambassade. Pas de manière de redressement. Donc le Congrès a promulgué cette loi qui, peu après, était considérée comme possible d'utiliser, trouver un dommage contre les pirates, parce qu'à ces jours, si on trouvait un pirate, comme vous avez décrit, ennemi commun de l'homme, oui, si on le trouve, on le pende. Mais avant ça, on garde toute la monnaie qui tombe et on donne la monnaie aux victimes. Voilà. Absolument facile. Mais disparaît, cette loi. Mais il y a environ 45 ans, comme vous avez dit parfaitement, c'était Dolly Filartega. Dolly Filartega était de Paraguay. Son frère était saisi par la police. Il était torturé à mort. Elle, Dolly, a trouvé le tortureur à Brooklyn, New York. Elle va aux États-Unis. Elle dépose une plainte sur la loi et elle a gagné parce que la loi dit les étrangers peuvent déposer une plainte contre qui? Il ne dit pas qui, mais pour retrouver des dommages. Pourquoi? Pour des actes. Quel acte? Acte contre la loi des nations. Voilà. C'est tout. Et le tribunal a dit, le Second Circuit a dit oui, c'est dans l'acte. Et les tortureurs, pour le moins, sont les mêmes que les pirates. Voilà déjà les nouveaux pirates. Oui, les nouveaux pirates, et les juges ont écrit, nous pourrions trouver le contenu du droit international. Nous pourrions trouver quels actes sont contre à ce droit, et quand il est clair, on peut dédommager les victimes qui en ont souffert préjudice. Un des juges, un grand juge, Henry Friendly, il a dit, mais cette loi, c'est comme Lohengrin.
personne ne sait d'où il vient, personne ne sait où elle va. Et il avait raison. Mais après, il y avait des victimes de Mme Marcos et M. Marcos aux Philippines qui aussi ont recouvert des dommages. Et comme vous avez dit, des groupes qui prônent et qui protègent le droit de l'homme ont découvert le moyen de monter des affaires contre des personnes qui peuvent trouver aux États-Unis qui ont fait des vraies horreurs. Alors il y a la torture, mais il y a d'autres horreurs. Oui, il y avait. Et maintenant, l'acte, les limites commencent à éprendre. Oui. Éprendre. Esclavage, oui, ça c'est comme un esclavage, c'est une vraie horreur. Mais la condition de travail. Travail forcé? Oui, forcé, peut-être, oui. Mais les conditions sont très mauvaises. Est-ce qu'ils sont les mêmes que esclavage? Difficile à dire. Et les limites, ça c'est ordinaire dans le droit. On trouve des limites, mais ils ne sont pas absolues. On trouve des autres affaires. Et même l'environnement. Une personne qui détruit l'environnement n'est pas un pirate. C'est un environnementaliste horreur, mais ça c'est différent. Et en tout cas, mais si les dommages sont grands et si ils transversent une frontière nationale, maintenant quoi? Et les tribunaux, avec les terroristes, voilà, avec les terroristes, qu'est-ce qui se passe avec le les tribunal a terroristes? dit non, il faut que le défendeur, c'était une affaire contre un terroriste comme Hamas, quelqu'un dans un groupe pas tout à fait organisé, mais pas à ce moment désorganisé non plus. Donc, entre les deux. Et la Cour a dit, non, il faut avoir un défendeur qui est membre d'un gouvernement. Et Somalie, je ne sais pas. Les terroristes. Donc, et d'autres problèmes. Si on aide à quelqu'un à violer la loi. Par exemple, il y avait une assassination de l'archevêque de El Salvador. Et on dit que c'était une société, je crois, qui a aidé quelqu'un. Est-ce qu'il est aussi, on peut monter une affaire avec lui. Donc, il y avait des problèmes des limites. Mais, il y a toujours des problèmes de limites, toujours dans le droit. Mais ici, il semble qu'il y a 4 problèmes spéciaux. Oui, alors quels problèmes? 4 problèmes. Spéciaux. Spécifiques? Oui. Vous voulez nous dire lesquels? Oui. Bien sûr. Mais pas trop long. Première, un problème de la démocratie. Oui. Vous savez, parce que c'est très connu, que Madison, quand il a écrit le document de la Constitution des États-Unis, il a dit la Constitution des États-Unis, qui est vraiment la Constitution des États-Unis, c'est la pensée des Lumières de la France figée, pour toujours. Okay. Oui, ça c'est ça. Mais il a dit, Madison, ce document, c'est un document de pouvoir donné par la liberté, et pas, comme en France ou en Angleterre, un document de la liberté donné par pouvoir. Donc, l'idée était que la liberté des individus était la condition du fond, était la condition primordiale. Et c'est la liberté qui donne le pouvoir au gouvernement, à la différence de Louis XIV, par exemple, ou les rois de l'Angleterre, qui commencent avec le pouvoir central et donne la liberté aux citoyens. Ça, c'est cette différence. Et cette différence persiste. Elle existe encore dans la pensée des Américains. Donc le juge ne doit pas empiéter oui. sur le législateur? Qui sont les juges? Non, pas ça, pas si loin que ça. Pour le moins, les juges américains, en beaucoup des États, ils sont élus. Je suis contre ça. Mais ils sont élus dans beaucoup des États. Les juges fédéraux est nommé par le président des États-Unis
et une confirmation par le Sénat. Et ça veut dire que pour le moins, il y a quelques contrôles avant qu'il ne devienne juge. Après, il doit être indépendant. Mais il y a un contrôle avant, donc il y a un lien au commencement du juge au peuple. Mais les étrangers, le droit international, il y a une certaine pensée. Mais qui sont-ils? Qui sont-ils ces juges-là? Nous n'avons aucun contrôle, et ça va très bien si les décisions sont techniques, si les décisions sont sur le commerce, mais on commence à faire des décisions sur la liberté fondamentale. Tout de suite, il y a un problème. Et il y a une certaine hostilité, pas tout à fait, mais une hostilité du fond. Là, c'est le premier problème. Ça, c'est le premier, oui. Deuxième? Le deuxième? Deuxième, c'est un problème de la nature des sujets. J'ai aperçu que esclavage, mais conditions de travail, très mauvaise. Mais le sujet, conditions de travail. Environnement, le sujet, environnement. Qui sont les régulateurs de l'environnement et des conditions de travail? Aux États-Unis, comme en France, comme en Europe, ils sont des fonctionnaires, ils sont des conseils, ils sont des personnes de la bureaucratie, ils ne sont pas des juges, pas des magistrats, ce n'est pas l'expertise. Et ici, on va avoir avec cette loi la possibilité qu'il va être les juges, les magistrats américains qui vont statuer sur les conditions de travail ou les conditions de l'environnement dans les autres pays. Deuxième problème. Troisième problème, problème d'ingérence. On a poursuivi une affaire contre les entreprises qui ont fait affaire dans l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud, sur cette même loi. Et l'Afrique du Sud a protesté? Oui, l'Afrique du Sud, moderne, l'Afrique du Sud de Mandela. Il a dit non, nous ne voudrions pas avoir les juges américains statuer sur notre affaire d'apartheid, même s'il a des bons sentiments. Ça n'a rien à faire avec cela. C'est nous, avec la commission vérité, réconciliation, ça c'est le moyen, c'est le nôtre, et nous voudrions ne pas avoir les magistrats américains. Ils statuer et faire des décisions. Quatrième, c'est la question de généralisation, c'est quoi? C'est un mot français qui est mieux. Réverbération. Oui, les réverbérations. Oui, c'est ça. Sleep side effect. Sleep? Side. Side effect. Ah, le side effect pas prévisible. Oui. Les effets pervers. Oui, les effets pervers. Oui, ce n'est pas exactement pervers. Mais c'est le suivant. Si on peut le faire aux États-Unis, on peut le faire dans les autres pays. Et si les États-Unis peuvent faire payer des dommages, les personnes qui travaillaient pour le dictateur Stroessner, pourquoi les magistrats de Belgique ne peuvent pas faire la même chose avec Henry Kissinger? Ou quelqu'un des États-Unis, ou quelqu'un qui n'est pas vraiment un criminel dans les yeux de quelqu'un et dans les yeux de quelqu'un autre. Donc, il ne marche pas très bien. Si nous faisons quelque chose, ça c'est le droit, en principe, qu'on donne aux autres pays de faire la même chose. Donc, il faut que les références, il faut que, quand on généralise la situation, il faut avoir un système qui marche au point de vue mondial. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez si c'est à cause de ces 4 problèmes que la Cour suprême semble avoir donné un coup d'arrêt à l'ouverture des portes aux victimes dans une affaire Kiobel qui concerne, alors c'est un cas tout à fait différent de ceux que vous avez cités, puisque c'est une entreprise qui, en faisant des extractions de pétrole au Nigeria, a été, semble-t-il, complice d'un certain nombre de violations graves des droits de l'homme, et les victimes ont demandé réparation. Mais là, la Cour a adopté une position plus fermée. Elle n'a peut-être pas fermé complètement la porte, mais elle a en tout cas refusé l'application de la loi américaine dans cette affaire.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi et nous expliquer aussi pourquoi vous avez fait une opinion séparée, c'est-à-dire vous êtes d'accord avec les juges de la majorité pour dire l'Alien Tort Statute ne s'applique pas dans cette affaire, mais vous laissez la porte un peu plus ouverte, si je peux dire. Oui. Vous voyez, ça c'est, comme vous savez très bien, ça c'est la mentalité des juges. Vous avez les 4 problèmes. Est-ce qu'ils sont des obstacles insurmontables? Non. Si ils ne sont pas surmontables, si c'est la fin de cette loi. Mais il faut garder à l'esprit Dolly Phil Ortega, parce qu'elle a gagné et il y a très peu de personnes aux États-Unis ou n'importe où qui vont dire, qui vont penser que c'est mauvais qu'elle a gagné cette affaire. Donc, on ne veut pas minimiser trop cette loi. Vous ne voulez pas fermer la porte complètement? Non. Pas à Dolly Phil Ortega. Pas à Dolly. Et où c'est semblable. Non. Mais, si la porte est trop large, on a des 4 problèmes en majuscule. Que faire? Donc, le tribunal, la mienne, fait des compromis. Première, en Sosa, il a dit il y a très peu de crimes, il y a très peu de conduits. On va fermer la définition de conduit. Et il faut avoir vraiment la torture, le génocide, l'esclavage, des vraies horreurs et pas des autres. Mais les tribunaux inférieurs ont très peu d'attention. Deuxième, Kiobel, il a commencé avec ça que vous avez dit. Il a commencé avec la question qu'on peut avoir comme défendeur une entreprise, une société. Mais le Cour a décidé de ne pas répondre à ces questions. Pourquoi? Je ne sais pas, je peux dire. Il a décidé, au lieu de ça, de poser une question de sa propre question. Oui. Est-ce qu'il y a de juridiction si l'acte a lieu au-delà des frontières? Et 4 personnes sur 9 ont dit le suivant. Non, il faut le lire parce que c'est technique et j'ai peur d'exagérer et il faut être précis que possible. Mais j'ai écrit, donc je pense comme d'habitude quand j'écris quelque chose que certainement j'ai raison. Mais je ne veux pas dire cela. Mais les 4 ont dit, à cause des problèmes, probablement, à cause des problèmes, il y a une présomption dans le droit américain contre l'application d'une loi dehors de la frontière. Et c'est certain qu'ici, c'est très difficile à surmonter cette présomption. Moi, j'ai dit présomption ici parce que toute la loi est pour les étrangers. Ben oui. Il dit ça dans la loi. Il dit mais ça, c'est la loi, etc. Et il y a des excellentes réponses. Donc, je me souviens très bien de ce que j'ai répondu, naturellement, et je pense que c'était intelligent, mais il y a aussi des choses intelligentes sur l'autre côté. Donc, j'ai dit, oui, c'est pour les étrangers, et il y a juridiction si l'acte a lieu aux États-Unis, très peu, ou si l'acte a lieu à l'autre côté de la frontière, et la personne, le défendeur, cherche un refuge aux États-Unis. Oui, ce n'était pas le cas dans l'affaire Kiobel, on ne cherchait pas de refuge. Non, c'était une société et il n'y a que deux bureaux parce qu'ils avaient des succursales, les défendeurs étaient les succursales. Il n'y a que 2, et chacun, BP et Royal Dutch Shell, avaient un petit bureau à New York pour expliquer des actions, le système des actions de l'entreprise. Et nous avons dit, chacun, par unanimité, cela n'était pas suffisant. Mais j'ai dit ce que j'ai dit. J'ai dit les possibilités des refuges parce que nous ne sommes pas un refuge pour les tortures, etc. Une personne a dit, un juge a dit, c'est trop tôt à décider ça. Il n'y a pas de nécessité de dire
quels sont les faits nécessaires pour surmonter cette présomption, nous verrons. Et la majorité, l'autre, le 4, qui était pour la présomption, ils ont écrit aussi, peut-être, il y aura des circonstances où on va surmonter cette présomption contre. Et il n'a pas dit lequel. Et c'est pour cette raison, je dis que c'est ouvert, on verra, mais ce qui compte dans le droit n'est pas ce que je dis. Il faut lire les mots de cette opinion et on peut faire sa décision. Alors si on lit aussi l'opinion majoritaire de la Cour, elle est pour l'idée qu'il y a de fortes présomptions défavorables à l'extraterritorialité dans le droit américain. Et l'opinion majoritaire utilise cette formule très forte, « United States law does not rule the world ». Oui, alors, c'est vrai. c'est une phrase qui peut surprendre un peu quand on regarde d'un autre côté du droit américain, du côté du droit du commerce, où certains ont tendance à penser que peut-être, vu le poids du marché américain sur le commerce mondial, le droit américain a une certaine tendance à rule the world. En tout cas, c'est peut-être à travers cette phrase clé que nous allons passer au deuxième point de notre entretien sur regulating international commerce, la question du commerce. Oui, c'est une transition excellente là, que vous me proposez, parce qu'en effet, entre l'équilibre qui est recherché dans ce dernier arrêt Kiobel, très délicat à réaliser, sur lequel on va revenir dans un instant, il y a un fort contraste avec la politique qui a été développée depuis une dizaine d'années par le Department of Justice, donc par les procureurs américains, dans une série d'affaires qui ont été bien étudiées dans un ouvrage publié en français par Antoine Garapon et M. Servan-Schreiber, qui ont fait une petite étude qui s'appelle Deal de Justice, et qui décrivent cette procédure qui est en fait hors du regard du juge, extrajudiciaire, où le procureur, ayant eu des informations sur des infractions supposées de sociétés étrangères à certaines lois américaines, principalement dans le domaine de la corruption, mais aussi sur les questions d'embargo, par exemple l'embargo contre Cuba ou contre l'Iran, propose un deal à ces sociétés qui consiste ou bien de confesser leurs fautes, et même non seulement de confesser leurs fautes, mais d'accepter l'installation en leur sein de cabinets de lawyers ayant la confiance du procureur et qui vont rendre l'entreprise totalement transparente au regard du département de la justice américain, et puis de payer des amendes qui ont eu des montants considérables, puisque dans le cas de l'affaire BNP Paribas, cette amende est montée à 9 milliards de dollars, ce qui dépasse sensiblement, par exemple, le budget de la recherche en France, pour donner un ordre de grandeur, que l'entreprise a payé presque sans discuter, j'allais dire. Enfin, il y a eu des discussions, bien entendu, mais aucune des entreprises concernées, qui étaient principalement des entreprises européennes, il y a eu Siemens, il y a eu Total, il y a eu Deutsche Telekom, n'a refusé parce qu'elle agit sous la menace d'être expulsée du marché américain. Donc on a le sentiment que cette procédure, qui encore une fois échappe au juge et au contrôle du juge, n'obéit pas à ce souci que vous évoquiez tout à l'heure, à la fois de committee, de courtoisie internationale, et aussi de trouver des arrangements internationaux, même si on ne peut pas non plus se voiler le fait que ça peut être une arme très efficace pour lutter contre des pratiques que tout le monde va réprouver en matière de fraude fiscale ou de corruption. Donc ma question sur ce point était de savoir comment vous voyez l'articulation entre, d'une part, cet usage du market power qui pousse un certain nombre d'entreprises multinationales, au fond, à faire allégeance au parquet américain, à rentrer dans ces conditions, éventuellement en se mettant en contradiction avec son propre droit interne, puisqu'il peut y avoir des cas où l'entreprise doit dévoiler un certain nombre de choses qu'au regard de sa loi nationale, elle ne devrait pas dévoiler.
Et puis d'autre part, cette politique jurisprudentielle que vous nous avez exposée, très subtile, qui est développée par la Cour suprême. Est-ce que ce sont deux compartiments qui s'ignorent complètement ou pas? Enfin, Oui, à peu près. À peu près. Parce que il faut se souvenir de ce qu'aux États-Unis, les procureurs ne soient pas les juges. Et il y a une totale différence. Et donc, ce qui fait, et le problème que vous discutez, c'est un aspect d'un problème plus grand dans le droit pénal des États-Unis, le plea bargaining. Et dans le droit pénal, on découvre maintenant que peut-être 90-95% des affaires sont résolues par un accord qui comporte une peine, peut-être des années en prison. Mais c'est le juge qui doit contrôler ça. Mais si le procureur et l'inculpé sont d'accord, comme d'habitude, le juge ne fait pas beaucoup. Et on dit que le procureur a une très grande arme avec le pouvoir de faire une recommandation de la peine. Donc, ça force l'inculpé d'être d'accord. Et naturellement, les procureurs disent le contraire. Et il dit non, nous faisons ça d'une manière correcte pour trouver des coupables, pas des innocents. Donc, ça, c'est le débat. Et vous avez discuté un aspect de ces débats. Je me mettrai dans cette catégorie qui est différente que la décision des juges. Que faire avec le problème? Je n'ai pas une opinion comme juge, mais comme personne. En France, vous formez les procureurs, pour le moins, à Bordeaux. Donc, si en réalité aux États-Unis, on va avoir des procureurs qui sont les juges dans les affaires pénales, pourquoi ne pas les envoyer à Bordeaux ou avoir une école comme Bordeaux aux États-Unis, où ils sont formés comme juges, pas pour gagner l'affaire, mais pour trouver la vérité. Et naturellement, il dit que nous essayons de le faire, de trouver la vérité. Et donc, très bien. Ça, c'est la situation avec le droit pénal, dont un aspect vous référez. L'autre chose, si je peux revenir à cette question du commerce, qui est absolument intéressante pour moi, en ce que vous dites, vous deux, c'est qu'il y a même là un changement. Il y a 30 ans, 40 ans, dans le droit de antitrust ou dans le droit de securities, les titres, ça c'est un aspect, les actions. La bourse. La bourse, oui, la bourse. On trouvait ces critiques que le droit américain applique n'importe où dans le monde. Donc, les nations comme Honduras, il y avait une affaire avec Honduras, il y avait une affaire avec une société qui était de Luxembourg, siège social. Mais vraiment, c'était européen. Et le grand juge, Henry Friendly, a dit, mais c'est très bien d'avoir le droit de securities applique parce que je suis certain que les Luxembourgeois voudraient avoir cette protection, le droit américain. Donc, il y avait une grande expansion. Mais ce qu'on voit maintenant est le contraire, absolument le contraire. Et je vois dans deux affaires, une affaire d'antitrust, par exemple, demandeur, Ecuador, défendeur, une société de Néerlande. Et il veut, c'était un distributeur de vitamins. Il a dit c'est un cartel en Néerlande, un cartel qui augmente les prix. Très bien, il dépose sa plainte à New York. Pourquoi? Pourquoi New York? Parce que peut-être il est trop faible, parce qu'il n'a pas de vitamines pour aller en Europe. Ça, c'est une possibilité. Autre possibilité, très bel dommage.
treble dommage. Il veut bien qu'elle applique. Non, il faut expliquer cette règle du treble dommage. Ça parce veut que je dire pense si que tout vous le monde. êtes, si vous souffrez un dommage par raison d'une cartel contre la concurrence, Par 3. vous recevrez 3 fois les dommages et le coût des avocats de plus. Et les avocats adorent ça, naturellement. Donc c'est un enjeu considérable. Oui. Mais qu'est-ce que nous avons reçu des mémoires de beaucoup des pays, et ce qui m'intéressait était que la décision de la Cour, invoquant le concept de comity, qui était en origine une règle contre l'ingérence avec des affaires des autres pays, maintenant ils ont invoqué par trouver une moyenne de faire marcher le droit concurrentiel de l'Europe et des États-Unis fonctionnent bien ensemble, donc harmonisés. Pour bâtir quelque chose en commun. Oui, exactement. Ce n'est pas simplement respecter l'autonomie de chaque État, c'est aller vers une sorte de droit commun pour défendre des objectifs communs. Je le crois. Oui. Je le crois. Et ça, c'est un changement. Même chose avec le droit de securities, les actions. Alors on voit bien dans ce chapitre cet effort considérable que développe la Cour suprême donc pour tracer cette voie étroite entre d'une part la présomption de non-extraterritorialité de la loi américaine et d'autre part la nécessité de tenir compte de la globalisation de l'économie. Et cette politique est tout à fait cruciale au regard des objets de notre colloque qui se demande comment éviter que cette globalisation ne se traduise par un principe général d'irresponsabilité des opérateurs économiques en matière sociale, environnementale ou financière. Et vous montrez donc la nécessité de trouver cette voie moyenne entre ce qu'on pourrait appeler, dans une terminologie française, d'une part le risque de conflit négatif de compétences, c'est-à-dire des situations où aucun juge ne se juge compétent pour demander à quelqu'un de répondre de ses actes, et d'autre part le risque de conflit positif où au contraire, on pourrait dire, les juges se marchent sur les pieds les uns des autres d'un pays à l'autre. Alors j'avais quelques petites questions sur les problèmes que pose cette recherche. La première, c'est: pensez-vous qu'une telle voie moyenne puisse être tracée sans une collaboration à l'échelle internationale, sans qu'existe à l'échelle internationale un cadre commun de référence qui définirait des règles communes de mise en œuvre du principe de responsabilité des entreprises transnationales? Est-ce que ça peut se faire par une sorte d'ajustement tacite des ordres juridictionnels les uns avec les autres? Je crois qu'il est possible, ça dépend sur le sujet. Moi, je crois que c'est très difficile à trouver des moyens d'harmoniser ou d'avoir un comité par des grandes règles comme une présomption contre l'extraterritorial. Pourquoi? Parce que dans le monde actuel, pour citer une affaire de fraude en vente des actions, Morrison, c'était le nom de l'affaire, la fraude a lieu en Floride. Les victimes sont australiennes, une entreprise australienne. Les actions de cette entreprise se vendent à la bourse australienne. Donc, quelle présomption? Il y a des choses qui arrivent aux États-Unis, il y a des choses qui ont lieu dans les autres pays. Donc, si on trouve des moyens de régler des affaires comme ça, il va être, je crois, dans la majorité des affaires, trouver les détails. Et donc, je pense que ce que je peux apercevoir est que le vrai raisonnement des tribunaux est souvent pas dans les annonces des grands principes, mais dans l'application où on donne une raison pour l'appliquer tel ou tel principe en cette affaire. Et on trouve dans même en Kiobel, il cite des problèmes, et voilà.
ce qui, en vérité, est une force de motivation. C'est-à-dire, c'est moins une question de dialogue des juges, parce que la notion de dialogue des juges est très à la mode en Europe. Un dialogue des juges, ça c'est bien. Il ne cause pas des problèmes. Non, mais en Europe, j'ai le sentiment souvent que cette expression sert à simplement masquer une situation de plus en plus chaotique. Mais si j'ai bien compris, ce que vous avez plutôt en tête, c'est une situation où le juge aurait une conscience internationale Ah oui, ce que je pense est le suivant. Dans beaucoup des sujets, il n'y a pas un Cour suprême du monde. Mais le droit qu'on fait aux États-Unis ou dans les autres pays va avoir un effet au-delà des frontières. Que faire? Pour le moins, les juges peuvent se rendre compte de ce que soit un problème. Et ils peuvent penser, qu'est-ce qui arrive si le principe que je suis dans cette opinion ou de cette affaire se généralise? Parce que si je peux, juge américain, le faire. En tant que cela, les juges dans les autres pays peuvent faire la même chose. Et on peut chercher, on ne peut pas nécessairement trouver, mais on peut essayer à trouver une décision qui va harmoniser avec les décisions similaires. Ça, c'est une question d'Immanuel Kant. Est-ce que les règles vont faire ingérence ou harmonie? Harmonie, c'est quelque chose qui rapproche et qui ne fusionne pas complètement. Oui, exactement. C'est l'idée d'un rapprochement vers un but commun. Oui, oui. Mais alors, cette harmonisation, elle peut être pluraliste, et oui, en laissant à chaque système une place, c'est-à-dire par interaction, en fait, entre les juges, entre les systèmes de droit. Exactement. Mais la crainte de beaucoup de commentateurs, c'est de dire qu'on risque d'avoir une harmonisation hégémonique, compte tenu du poids, ce qu'on disait tout à l'heure, le poids du marché américain par rapport aux autres. Donc, il y a une crainte. Il y a une crainte. Oui. Et je crois qu'à la Cour suprême, vous répondez à cela. Oui, et peut-être à travers le comité, une nouvelle interprétation du terme comité, courtoisie internationale, qui induirait l'idée que l'harmonisation doit être pluraliste. Oui, c'est ça, exact. Et je veux démontrer, par discuter en détail, avec des exemples concrets, la nature de la liste des affaires à la Cour suprême des États-Unis, pas membre de l'Union européenne, pas membre d'une plus grande organisation des Nations Unies, bien sûr, mais un pays qui suit le droit domestique. Par discuter la nature de cette liste, j'espère à démontrer que c'est le monde, c'est la nature des problèmes de nos jours, c'est les problèmes de commerce international, c'est le problème environnementaux internationaux, c'est le problème de la santé internationale, c'est le problème de la sécurité internationale et le droit de l'homme international. C'est tous ces problèmes qui nous forcent à répondre. Nous ne sommes pas des juges internationaux. Nous sommes des juges domestiques, mais la nature de nos jours, de la situation, va forcer les magistrats de répondre avec un droit qui prend en compte la situation des autres, les pratiques des autres et le droit des autres transnationaux, nationaux, au-delà de nos frontières. Et si je puis me permettre une dernière remarque sur la lecture, parce que les 4 cas que vous étudiez sont très instructifs dans ce chapitre. Je pense en particulier au dernier sur le copyright, le cas Kirtsaeng. Oui, ça c'était extraordinaire. Et où on voit bien que la Cour suprême, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas de solution magique pour résoudre toutes ces... À chaque fois, il faut faire preuve de l'art de la prudence, il y a une quantité de critères. Et ma question, c'est pour dire les techniques de l'analyse économique, donc du calcul d'intérêt, sont un outil parmi les autres. Et ça ne peut pas être la formule magique qui permette de régler, de trouver justement un référentiel commun à l'échelle internationale. Dans cette affaire, c'est une étudiante de Thaïlande, étudiante aux États-Unis, et a découvert que les textes
était beaucoup meilleur marché en Thaïlande. Les mêmes livres. Exactement le même livre. Il dit édition asiatique interdit les introduire aux États-Unis. Ah, oui. Et il a téléphoné à ses parents. Il a dit envoyez-le. Et donc il a envoyé beaucoup des textes. Il a gardé quelques-uns. Il a vendu à ses amis. Il a vendu aux autres. C'est très bien. Mais la maison d'édition a monté. Il a poursuivi. Et c'était une question. Le droit des États-Unis, c'est la première vente finie. On peut prendre une copie, si on achète une copie, on peut faire avec cette copie ce qu'on veut. Mais est-ce que c'est la même règle si la première vente est dans un autre pays? Et il y a 5 mots de texte qui gouvernent, et ces 5 mots sont ambigus. Et on trouve des mémoires déposés par qui? Par l'Europe, beaucoup de pays différents, probablement la France, probablement l'Angleterre, et des groupes des avocats. Et quand j'ai dit pourquoi tant des mémoires des pays internationaux, on dit parce que de nos jours, le droit d'auteur, ce n'est pas que les films, la musique, les livres, mais aussi les étiquettes de n'importe quoi. Le logiciel, dans les voitures même, beaucoup de choses pour un montant de millions de dollars, ça fait 1 trillion de dollars annuels. Donc c'est évident pourquoi c'est une question. Et on ne peut pas résoudre cette affaire, on ne peut pas le trancher sans savoir quelque chose de droit et des pratiques des autres pays. C'était une nécessité dans cette affaire. Comment trouver par des mémoires? Et je dis souvent aux États-Unis que la profession de juriste a 3 parties. Il y a des juges, il y a des avocats, il y a des professeurs. Et quand ils fonctionnent en harmonie, ça marche. Le devoir, le juge, trancher l'affaire, écrire la motivation. Devoir des professeurs, lire ce qu'il écrit, et on peut critiquer naturellement, ça c'est une aide, et mettre dans un plus grand cadre, parce qu'on voit le droit comme en tout, et les avocats vont lire ce qu'ils ont dit les professeurs, et ils vont écrire des mémoires pour des juges. Donc les juges vont apprendre, ils vont modifier, et le cercle recommence. Et je peux prôner cela. On va apprendre, il n'y a pas une solution directe, mais il y a des moyens pour apprendre comment faire des meilleures décisions. Ben, je pense que ça nous dirige vers la fin de notre entretien. Oui, mais je crois qu'on a déjà plus ou moins répondu. Quel ordre juridique mondial se dessine? En fait, dans les décisions de la Cour suprême, on a l'impression qu'il y a peut-être une oscillation, une hésitation entre l'harmonie et l'harmonisation, ce qu'on disait tout à l'heure. Éviter les conflits entre des systèmes qui restent totalement autonomes et souverains. On reste sur un modèle classique, souverainiste, ou bien alors au contraire élaborer ensemble un droit commun, et là on se dirige vers un modèle universaliste, si possible pluraliste. Alors le problème, c'est les divergences qui apparaissent parfois entre ce que disait tout à l'heure Alain Supiot, entre la prudence de la Cour suprême, l'équilibre des positions de la Cour suprême, qui n'ouvre pas tout à fait, ne ferme pas tout à fait la porte à l'international ou à l'étranger, et puis la tendance plus impérialiste du département de justice et des procureurs. Et là, au vu des différentes affaires dont nous avons parlé, on peut se demander s'il n'y a pas une sorte de dédoublement de l'ordre juridique. Et à l'envers, en quelque sorte, là je me fais un peu provocatrice, vous me pardonnerez, mais à l'envers de ce que prévoyait l'Alien Tort Statute, qui était d'aller vers un droit commun pour les infractions les plus graves aux droits de l'homme, là au contraire on renverrait les infractions graves aux droits de l'homme au domaine national, à la souveraineté des États, mais on irait vers un droit commun dans le domaine du commerce.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dédoublement? C'est-à-dire les pirates, ce ne seraient plus du tout les mêmes. Ce seraient des pirates en col blanc, en quelque sorte. Oui, on verra, je ne sais pas. Ça, j'ai une attitude absolument anglo-saxonne. On va voir. Comment non? On va voir. On tranche les affaires devant nous. On fait son mieux. Et après, c'est les juristes, les professeurs qui vont dire en quelle direction nous allons, en ce que nous avons fait. Le vice-président du Conseil d'État a décrit très bien hier, quand j'étais à ce colloque, avec un peu d'exagération peut-être, mais pas trop. Il a dit, nous sommes dans un certain sens, comme Fabrice Del Dongo, au champ de bataille de Waterloo. Il connaît très très bien que quelque chose d'importance a lieu, mais il n'a pas certain exactement quoi. On va peut-être terminer sur cette note interrogative et laisser le pirate choisir entre le col blanc et le bandeau noir. Oui, oui, c'est ça. Merci.